Très bien. Merci d'être venus si nombreux, beaucoup plus nombreux que ce matin. Ça me fait vachement plaisir. Je vais vous parler de ce qu'on appelle la théorisation du GN et notamment développée par les Scandinaves. Voilà. Donc, il faut savoir que les Scandinaves se sont penchés un petit peu sur les méthodes du GN, comment est-ce qu'on pouvait théoriser et surtout se sont demandé à quoi ça servait finalement le GN et surtout pourquoi faire des théories. J'ai remarqué, principalement en Belgique, qu'on avait un phénomène de racisme de campagne de GN, c'est-à-dire qu'on disait que le GN bruxellois, par exemple, était nettement meilleur que le GN tournaisien et que le GN liégeois disait qu'ils étaient de toute façon au-delà de tout ça, puisqu'ils étaient meilleurs que tout. J'ai trouvé ça fort dénigrant et j'ai constaté qu'il y avait encore beaucoup cet aspect de clocher. Et au fur et à mesure que j'ai découvert les théories de GN, je me suis dit, en fait, ce qu'il voulait dire par GN bruxellois, GN liégeois, GN tournaisien, ça représentait en fait des styles de jeu différents, mais on savait pas placer d'autres mots que cela. La théorisation du GN m'a permis de me dire, ok, c'est ça qu'il voulait dire en fait derrière et donner finalement des termes et un cadre de discussion beaucoup plus universel que simplement ça. Je pense que si on a des GNistes français dans cette salle, et nous en avons, le GN bruxellois, ça leur parle pas. Alors que le GN narrativiste, je vais en parler un peu plus tard, ça leur parle. Donc je disais, la théorie, ça permet finalement de fixer un vocable pour éviter tout ce qui est frustration et incompréhension. Voici mon petit plan d'attaque. Je vais refaire un bref rappel de le gros modèle et la grosse modélisation de la théorie GN. L'année passée, j'en avais fait un beaucoup plus développé sur l'aspect modélisation. Cette fois-ci, je vais plus m'attarder sur ce qu'on a appelé l'âge des manifestes, qui est mon deuxième point. Ensuite, on passera à une petite séance de foire aux questions et au boudin, et je terminerai par quelques remerciements. Abordons maintenant la question de la modélisation et surtout de la théorie GNS, qui est donc la théorie la plus courante. GNS pour Gamist, Narrativist, Simulationist. Gamist, en fait, cette théorie permet de donner trois formes de jeu qui sont couramment en fait vues au travers de l'ensemble des GN et même des tables de jeux de rôle qu'il existe. Nous avons la première, en fait, qui est l'approche gamiste, qui favorise finalement l'aspect du challenge. C'est celle qu'on retrouve très facilement, en fait, dans nos GN belges, à savoir, on met en compétition des gens. Les gens vont commencer à avoir des compétences pour être le plus gros bill. Les gens vont commencer à se dire, moi, je cherche à avoir mon petit bout de gras pour être le maître du monde. Finalement, il y a une idée qu'il y aurait toujours qu'un seul vainqueur et que des perdants. Grosso modo, ça c'est la vision gamiste. On a une vision narrativiste qui, elle, où les joueurs vont tâcher de collaborer pour fabriquer une belle histoire. C'est souvent là où on va retrouver plus des acteurs de théâtre qui vont, entre guillemets, prendre moins de place au niveau du jeu pour laisser vraiment monter l'histoire. Et aussi, quand on approche, par exemple, un scénario plus épique où on abat des dieux, on défonce des montagnes alors qu'on n'est que 20 joueurs, c'est une approche aussi qu'on pourrait qualifier de narrativiste. Et ensuite, le troisième genre qui est un peu plus complexe, qui s'appelle simulationniste. Ça, ce sont des gens qui, par rapport à leur jeu, vont se dire, je me trouve dans un univers qui est cohérent et je vais essayer que moi, mon personnage, ait des interactions cohérentes avec cet univers. J'entends par là, si vous jouez un capitaine de garde, vous savez très bien que vous avez un supérieur, vous avez des inférieurs, aux inférieurs vous allez donner des ordres, aux supérieurs vous devez le respect. Ça, c'est une approche très simulationniste. Parce que la règle de l'univers est comme ça, alors je vais jouer sur cette règle. Le gamiste va plus jouer sur les règles du jeu, et le narrativiste va beaucoup plus jouer sur les règles d'histoire. Pour la suite de la présentation, j'aimerais que en fait, ce concept soit acquis par tout le monde, ou plus ou moins dans les grandes lignes. Est-ce que c'est bon pour vous ? Très bien. Oui, une question ? Quand tu dis simulationniste, tu fais référence au fait que l'histoire doit pouvoir être logique, c'est ça ? C'est moins l'interaction du joueur va être plutôt codifiée par son souhait de respecter l'univers qui existe. Il n'y a pas vraiment de notion d'histoire dans ce cas-là, c'est plutôt le fait que toutes ces interactions vont être basées sur se dire est-ce que c'est cohérent de faire ça dans ce monde-là. Par exemple, si vous êtes dans un univers contemporain, lancer une boule de feu, c'est pas du tout possible. Ça pourrait l'être par rapport aux règles de jeu, mais la personne va se dire non, je suis dans un univers contemporain, il n'y a pas de boule de feu. Donc, voilà. Donc ton modèle, il est plus à comprendre comme étant, j'ai envie de dire, comme un modèle clivé. Donc c'est-à-dire soit un joueur et un gamiste, un narrativiste ou un simulationniste. Est-ce qu'on peut le trianguler en disant est-ce qu'on a des... Ben voilà, c'est bon, tu réponds. Voilà, c'était pour la suite, je voulais juste que vous connaissiez le concept. Une représentation classique, on a 3 points, eh bien on forme un triangle. Vous voyez qu'en fait, chaque point de ces triangles, en fait, le point que vous avez triangle, c'est si jamais vous, en tant que joueur, vous vous situez là, c'est que vous êtes vraiment dans un extrême. Bien souvent, un principe de joueur va se situer, en fait, beaucoup plus
en plein milieu. Là, par exemple, c'est l'analyse que j'avais fait par rapport à ma façon de jouer et la façon de jouer que je voyais au travers de mon association qui s'appelle Baronnie. À savoir que moi, je m'étais plutôt identifié finalement ici, donc quelqu'un qui est très fort porté sur l'histoire, énormément, au point d'en oublier complètement les concepts du jeu, les règles du jeu. Moi, si jamais elles m'ennuyaient dans l'histoire, je les outrepassais. Et si je trouvais que l'univers n'était pas suffisamment cohérent par rapport à mon histoire, c'est mon histoire qui allait tirer de toute façon le penchant. Alors que mon association était basée avec beaucoup de règles, donc beaucoup plus gamiste, beaucoup plus à définir un univers, et beaucoup moins en fait à proposer une histoire épique ou intéressante. Donc je me suis rendu compte en fait de me dire, je suis dans une assoce, mais finalement je m'y sens pas très bien. La théorie GNS m'a permis de dire, ok, je constate qu'il y a un écart entre ce que moi j'attends du jeu et ce que mon association, avec l'ensemble des gens avec qui j'organise, propose et définit. Alors pour en revenir sur ta remarque, c'est que sur ce principe-là, on n'est pas uniquement un style en particulier. Moi, je suis par exemple très extrême au niveau du narratif, je l'admets, mais les gens sont beaucoup plus mitigés. C'est sur une question de pourcentage finalement entre se dire, moi je tends plus vers ça, mais il m'est arrivé moi-même de me dire, hey, c'est trop cool, j'ai un artefact super puissant. Voilà, réflexion typique de gamiste, mais voilà, je ne renie pas ça. On est beaucoup plus un melting pot finalement de ces trois tendances. Alors voilà, ça c'était la grosse théorie scandinave. Il y en a quelques-unes d'autres, mais je me suis permis de me concentrer en fait sur l'âge des manifestes. L'âge des manifestes est arrivé quand les Scandinaves ont constaté que tous leurs jeux se ressemblaient et que ça croulait un petit peu. Et donc ils ont tâché d'éditer en fait des écrits, tâchant d'essayer de renouveler en fait le genre GN. Alors le tout premier qui existait, c'est le Dogma 99 ou 99, inspiré en fait de Dogma 95-95, édité par Lars von Trier dans le cadre du cinéma. Ensuite, on a eu un second en réponse à finalement à ce premier manifeste qui s'appelait Turku. Et au dernier, ils ont développé un concept qui s'appelle l'immersionnisme, qui est un autre aspect du GN. Je vais aborder tout ça en détail. Alors, Dogma 99, au départ, c'était un vœu de chasteté par rapport au GN. On se disait, il y a beaucoup trop d'écueils à éviter, on fait plein de trucs, et en fait, je reprends, je dirais, la pensée des Scandinaves, c'est de la merde. Ce qu'on fait, c'est de la merde, ça va pas, et il faut quelque chose de beaucoup plus pur. Et ils ont centré leur réflexion sur se dire que le GN, c'est un médium de l'art. C'est-à-dire que le GN permet d'avoir des performances artistiques. Ce n'est pas le GN en tant que tel qui est l'art, mais il est vecteur de performances artistiques. Et comme je vous le disais, il s'est inspiré très fort, en fait, de Dogma 95, qui était aussi un manifeste de Lars von Trier, donc un cinéaste scandinave, qui s'est dit, le cinéma hollywoodien, c'est bien, mais moi, je veux développer un truc qui est beaucoup plus sans artifice. C'était un code en 10 points, très très dur, très difficile en fait à mettre en pratique. Je pense notamment que Lars von Trier a dit, moi si je ne joue pas sur des lumières artificielles, je ne joue que sur des lumières naturelles. Donc vous imaginez bien que pour des effets de cinéma qu'on doit essayer de tourner en 3 mois, c'est beaucoup plus difficile de se dire ok, on va jouer une scène de nuit, mais sans lumière. Bon courage. Les Scandinaves donc se sont inspirés et ont édité Dogma 99. Alors Dogma 99, il y a une série de 10 points. Je ne vais pas les reprendre tous, mais vous en ai présenté 4 qui me semblent particulièrement pertinents. Le 4e était par exemple que tout secret doit être interdit. En GN, on fonctionne beaucoup en disant l'orga c'est des choses et va les faire découvrir aux joueurs. Si on respecte le dogme 99, alors dans ce cas-là, l'orga doit déclarer tout à ses joueurs. Et si le joueur en fait la demande, on peut tout lui donner. Donc typiquement, ce qu'on crée classiquement, c'est qu'on se dit l'univers, c'est les orgales qui le savent, ils savent comment le monde s'est formé. Là, pas du tout. On le communique aux joueurs. Ça crée en fait une forme de jeu beaucoup plus transparente et on peut arriver à finalement d'autres émotions et d'autres mécanismes de jeu qui peuvent être intéressants. Le 6e point était que toute action superficielle est interdite. On entend par action superficielle une action qui représente un autre. Si par exemple vous crochetez un coffre, il n'est pas nécessaire de donner un artifice pour crocheter ce coffre. Non, vous avez un vrai cadenas, vous avez un vrai coffre et vous l'ouvrez comme vous voulez. Point. Si vous lancez une boule de feu, c'est impossible. Vous ne pouvez pas lancer une boule de feu naturellement, ou si vous la lancez sur quelqu'un, ce type est mort. Donc, toute action superficielle est interdite. Il est dit aussi que les objets qui sont utilisés ne seront pas représentés pour d'autres. Donc c'est une corollaire finalement de la précédente, à savoir que si vous crochetez toujours un coffre, vous aurez toujours votre coffre, votre cadenas, votre truc de crochetage, mais vous n'aurez pas autre chose. Donc si vous décidez d'ouvrir votre coffre en le cassant, c'est possible aussi.
Donc voilà, si vous avez une porte démoniaque, tâchez de trouver une vraie porte démoniaque. Ensuite, le dernier aussi dans le même style, est que tous les mécanismes de jeu sont interdits. Donc toujours pour dire votre boule de feu fait X points de dégâts, selon le dogme 99, c'est pas possible. Parce que ça veut dire que vous avez codifié un système de points de vie, vous avez codifié le système que la boule de feu fasse autant de points de dégâts, et donc une personne puisse y résister. C'est quelque chose d'extrêmement complexe à définir, même si finalement c'est devenu une convention parmi nous, mais n'oubliez jamais que ce sont tous des réflexes que le joueur doit avoir. C'est-à-dire que vous codifiez qu'un mage puisse lancer une boule de feu. Il faut lui définir ses permissions. Combien de points de dégâts fait la boule de feu ? Suivant que vous allez dans un gène ou dans un autre, elle ne fait pas le même point de dégâts. Est-ce qu'une personne peut y résister ou pas ? Etc. Et donc, tous ces principes sont des principes de réflexion qu'on se fait finalement en automatique, mais c'est extrêmement épuisant. Codifier qu'un mage lance une boule de feu et qu'un autre puisse jouer cet effet de boule de feu, c'est extrêmement épuisant finalement de mettre tout ça en œuvre. Je sais qu'en Belgique c'est fort convenu, mais je me demande s'il n'y a pas moyen d'envisager comme les Scandinaves, une autre façon finalement d'envisager GN, sans boule de feu. Oui ? Juste, tu es en train de parler des principes qu'ils ont mis en place, mais au niveau de la pratique de ces principes, honnêtement, là, vu ce que tu me décris, je suis en train d'imaginer un camp de concentration à la russe où ils sont en train de se taper dessus pour de vrai. Comment est-ce qu'ils jouent le jeu s'ils peuvent rien faire au final pour simuler le jeu ? Je vous remercie de vos questions parce qu'elles me permettent d'embrayer. Il a existé une édition de GN qui s'est faite selon ce dogme 99 en respectant scrupuleusement tous les points. Ça s'appelait la route blanche. Je vous le dirai pas en norvégien parce que je ne parle pas de norvégien couramment. Mais la route blanche, en fait, dans le cadre, c'était une bande de... Alors pour le résumer, 3 joueurs se sont retrouvés pour jouer une bande de clochards qui se connaissaient depuis longtemps. À savoir que, excusez-moi, c'était pas norvégien, je crois que c'était danois, pour la petite histoire. Mais chez eux, en fait, il y a un système de clochards où les gens peuvent s'isoler en fait pendant 1 an de la vie et vivent vraiment en fait de façon route et sont toujours habillés de façon avec si j'ai bonne mémoire, un chapeau et une veste en cuir avec plein de pins, etc. Et en fait, les gens savent que ce sont des gens qui ont décidé pendant 1 an de se reculer de la vie pour se recentrer sur eux-mêmes parce qu'ils ont vécu des expériences difficiles. Et ces gens, en fait, tous les Danois ont tendance à ne pas rejeter le clochard en disant non, casse-toi, sale pauvre. Ils ont plus tendance à dire ok, je vais essayer de t'aider et de t'accompagner, je comprends ta réflexion, je n'adhère pas mais je comprends ta réflexion et donc on donne plus volontiers de l'aide, un petit peu à manger, un petit logement, etc. etc. Des GNI se sont dit ok, on va faire ça. Pour se dire qu'il n'y a pas de secret, ils se sont réunis ensemble, ils ont écrit les BG ensemble. Ils ont joué, il faut savoir aussi que ces gens-là ont de tendance à être continuellement sous, ils se sont bourrés la gueule la veille et ils ont déclaré entre guillemets le timing en disant ok, le timing ce sera demain matin. Donc ils se retrouvent en tente, dans un coin de nature, ils se bourrent la gueule, de façon bien crasse, et le lendemain, ils ont une gueule de bois qui vont continuer pendant leurs 3 jours d'expérience de GN. Aucune action finalement superficielle n'a existé, puisque finalement ils sont contentés de faire ça, de marcher, et leur objectif c'est de se dire on est à un tel endroit, on est largué, on va jusqu'à la mer. C'est notre objectif de jeu, et le jeu s'arrêtera quand on sera à la mer. Et ils n'ont pas arrêté finalement de jouer en fait là-dessus. Ces clochards, il n'y a pas, comment dire, tout n'était qu'interprétation et finalement leurs personnages, l'objectif, finalement leurs personnages sont vraiment confondus avec leur personne et ils en ont ressorti une expérience extrêmement grandissante et extrêmement de se dire ok, j'ai eu vraiment l'impression de jouer. Ça c'était le ressenti qu'ils ont eu. Mais le choc psychologique de pouvoir se détacher de ça était très difficile en fait à assumer. Est-ce que c'est encore du GN ? Est-ce que ce n'est pas du GN ? Comment tu définis le GN ? C'est déjà une très très longue question. Mais c'est effectivement le but de ma présentation, c'est de vous amener à ça, de vous dire, je connais le GN, mais il y a moyen de faire autre chose, selon ces principes-là, qui sont très extrêmes, j'en conviens. Voyons un petit peu ce qu'il est possible de faire avec d'être un peu moins extrême, mais d'intégrer quand même ces concepts-là. Je reviens donc sur le dogme 99, des règles extrêmement difficiles, dures. C'est quasi impossible de tenir les 10 règles en même temps sur un même GN. Puisque ne serait-ce que toute la question du secret est très difficile, même si vous êtes entre amis, il y a toujours un moment des choses que l'autre ne sait pas de vous. Et qui va voir au fur et à mesure de ça. Il m'est déjà arrivé de me retourner vers un ami et faire « Ah bon ? C'est vrai ?» Ils n'ont pas respecté cette règle selon les règles de dogme 99. En réponse à Dogme 99 est arrivé le manifeste de Turku. Alors le manifeste de Turku en réponse finalement à Dogma 99 pour se dire, autant Dogma 99 était en train de se dire que l'ensemble des joueurs devaient participer finalement au dogme pour que ça devienne une forme artistique, autant que Turku replace plus
l'idée de l'immersion et que en fait, c'est ce que chaque joueur fait et par rapport à son interaction avec le personnage qui fait que ça devient de l'art. Donc c'est ce que le joueur produit de lui-même qui devient artistique. Et pour atteindre finalement cette performance artistique, il faut atteindre l'elaitiminen, donc le mot absolument barbare que vous voyez là, qui est donc cette histoire où votre personnage et la notion de joueur et de personnage est complètement confondue. Et c'est une sorte de nirvana qui est défini finalement par ce manifeste. Donc comme je vous disais, l'art, c'est le résultat finalement de cette immersion. Donc chaque joueur est responsable de ce qu'il fait et tous doivent se dévouer pour en faire le maximum pour atteindre finalement cet état d'immersion et pour pouvoir produire quelque chose de merveilleux, que serait le GN. Dans ce sens, il faut une soumission aveugle à l'organisation. Oui, je vois vos têtes rabougries, je reviendrai. Une solution aveugle à l'organisation, à savoir que tout ce qui se passe doit être, tout ce qui existe, tout ce que vous voyez, tout ce que vous ressentez, est ce qu'on appelle diégétique. Diégétique, ça veut dire que ça fait partie de la réalité dans laquelle vous êtes immergé. Donc si un jour vous voyez un PC portable dans un monde médiéval fantastique, et que vous respectez finalement la méthode de Turku, considérez que cet objet fait partie de l'univers. Il ne faut pas dire non, ce truc-là n'existe pas. Non, vous devez faire avec. Vous réagissez comme vous voulez, mais vous ne devez pas avoir la réflexion en tant que joueur de se dire ceci est un PC portable. Non, vous devez avoir la réflexion que votre personnage se dise qu'est-ce que c'est que ce brol à boîte noire avec des touches et des lettres. À vous de construire au-delà de ça. Finalement, la soumission aveugle à l'organisation aussi permet finalement d'effacer totalement votre personnalité et de laisser ressurgir celle du personnage. Parce que l'orga sait quel personnage vous interprétez, il sait moins qui vous êtes. La soumission aveugle à l'organisation, c'est aussi de se dire, si l'organisation dit ceci n'existe pas dans le live, alors dans ce cas-là, c'est à vous de vous retourner et de dire ok, ceci n'existe pas et je ne l'ai pas vu et je m'en éloigne. Je sais, ce sont des pratiques très extrêmes, et il faut savoir que le manifeste de Turku, s'est terminé par Release de Turku dans le monde, unissez-vous, qui est en fait une paraphrase du manifeste du Parti communiste, et volontairement, en fait, tout a été écrit de telle manière à amener la provocation. Dans les deux théories que je vous ai présentées, il y a énormément de provocations par rapport au monde existant, mais c'est juste pour pouvoir faire bouger les choses. Vous m'avez posé des questions, vous avez commencé à tirer la tête, ça marche, vous voyez. Après, de là, on peut amener en fait à la réflexion. Il n'est pas, on peut se revendiquer finalement de l'école de Turku et considérer que finalement on est meilleur que les autres parce qu'on est de Turku et qu'on est à fond dans l'immersion. Sachez toujours que cela finalement n'est toujours qu'un rôle aussi, et que au lieu de vous dire ok je me braque et je dis non, je n'en veux pas, dites-vous plutôt qu'est-ce qu'il y a moyen de construire avec ça, sachant que eux sont extrêmes, qu'est-ce que moi je peux tirer de ma position par rapport à cet extrême. Je vous parlais beaucoup d'immersionnisme, c'est un terme en fait qui est entre guillemets qui a de plus en plus été explicité en fait dans le cadre du manifeste de Turku. Certains se sont dit l'immersionnisme c'est un concept typique du GN. Ce que nous on pourrait peut-être plus rapprocher de l'idée de roleplay. À savoir donc toujours cette question, moi en tant que Gilles je n'existe plus, par contre mon personnage Archimage existe plus que toute autre chose. Certains disent que c'est aussi une notion qui existe en théâtre et qui existe depuis très longtemps, qui existe en improvisation. En improvisation vous n'êtes plus vous êtes l'autre, que vous essayez en continuelle définition. La question reste ouverte. Néanmoins l'immersionnisme par rapport à la théorie que je vous ai présentée au début, je ne vois pas très bien comment est-ce que l'immersionnisme vient se placer par rapport à la théorie GNS. Est-ce que vous avez, somme toute, une idée ? Rassurez-vous, les Scandinaves n'en ont pas eu vraiment beaucoup. Et ils se sont toujours posé la question, finalement par rapport à ce modèle qui existe là depuis des années, où est-ce qu'on place l'immersionnisme ? Est-ce que c'est une quatrième voie ? Est-ce que c'est quelque chose qui vient se surimprimer ? Comment ? Et ils ont entamé une réflexion, je me permets d'orienter en tout cas leur réflexion vers ce que je veux vous amener, en disant qu'il y a 3 niveaux d'immersion. Il y a donc le niveau d'immersion au niveau du personnage, au niveau de l'univers et au niveau de la narration. Vous allez être immergé et vous sentir de mieux en mieux par rapport à avoir la cohérence de votre personnage. Ça, j'ai pas besoin de l'expliciter. Par rapport à l'univers en disant ok, cet univers me semble particulièrement réaliste, je m'y sens bien. Ou par rapport à l'histoire en disant voilà, c'est une histoire d'amour par exemple, typique de Roméo et Juliette, je m'y sens particulièrement bien et je sens qu'il y a un stimuli d'émotion qui correspond à mon personnage moins qu'à moi. 3 façons finalement d'aborder l'immersion qu'on peut finalement classifier de cette façon-ci en disant si vous êtes beaucoup plus d'un côté de l'autre ou plus mixé. Alors là je vais aborder donc les 6.
Vous avez en fait celui qui est beaucoup plus immergé dans la narration, on va l'appeler plutôt l'aspect de l'acteur. Et c'est typique finalement de type qui a fait de l'impro et qui vient faire de l'impro en GN, c'est-à-dire qu'il prend l'histoire, il prend toutes les infos et de lui-même en fait il va construire son personnage. Son personnage n'est pas fixé, il va construire son personnage et toutes ses interactions par rapport à ce qui se passe à l'histoire. Donc si par exemple, je reprends l'exemple de Roméo et Juliette, s'il y a deux familles qui sont en opposition et qu'il y a une jeune fille qui a l'air d'être mise en évidence dans une famille, tout de suite lui il va se dire ok, moi je vais prendre la position de Roméo et de lui-même va se sentir beaucoup plus proche finalement du personnage pour ça. Son opposé, c'est l'intégriste. L'intégriste, c'est celui qui est à fond dans son personnage et qui n'en démordra pas. Donc tant pis s'il est en désaccord avec l'histoire, tant pis s'il est en désaccord avec l'univers, c'est le gars qui va se dire non, moi mon personnage il est comme ça, il réagit comme ça, et c'est tout. L'un comme l'autre peuvent être des bons ou des mauvais joueurs, ça dépend toujours de l'organisation dans laquelle ça se passe. J'en viens des personnages, beaucoup plus caractéristiques aussi. L'optimisateur, par exemple, c'est typique l'image du gros bill. C'est celui qui s'en fout du personnage, qui s'en fout de l'histoire, qui s'en fout de l'univers. De toute façon, il va utiliser les compés et il va de toute façon vraiment partir dans l'optique je gagne. Voilà. Son personnage rien ne sera cohérent finalement chez lui au regard des autres. Alors qu'à l'inverse, on a le joueur extension qui lui, c'est un petit peu un paroxysme, à savoir que son personnage est cohérent par rapport à la narration, qu'il alimente la narration et en même temps, toutes ces interactions sont en accord avec l'univers. Et lui, il est complètement immergé dans tout. Le problème, c'est qu'il est tellement immergé dans tout qu'il sait plus rien faire. Finalement, dès qu'il va faire quelque chose, ça va se sentir en décalage et donc il va avoir du mal finalement à s'immerger. C'est un autre état d'extrême. Par rapport à ça. C'est possible, mais c'est très très difficile à assumer. Et dans un format long, comme nous on utilise des jeux de 48 heures, c'est très très difficile de tenir cela. Je reviendrai alors sur les personnages que sont le simulateur, qui lui donc est beaucoup plus orienté de se dire ok, j'ai l'histoire, j'ai l'univers, je crée mes interactions, mais là aussi le personnage est plus effacé. À l'inverse, on aura le rêveur, qui était l'intégriste, autant pour moi. Mon explication donc sur le rêveur est beaucoup plus sur le personnage, qui donc s'imagine toujours ce qui va se passer par rapport à son perso et ce qui arrive, et finalement en décalage. Là où l'intégriste est quelqu'un, oui, comme je vous disais, beaucoup plus carré, mais parce que son personnage, c'est typiquement le capitaine de garde. Il va y jouer finalement sur l'univers, sur son berceau, mais va avoir du mal en fait à faire avancer la narration ou se sentir immergé, on va dire, par la narration, parce que son rôle finalement est terriblement cantonné. Voilà. Alors, le dernier schéma que je voulais vous présenter, en fait, c'est la théorie GNS, sur laquelle en fait on vient apporter une nouvelle dimension qui est cette dimension de l'immersionnisme. À savoir qu'en fait, vous avez donc en bas, on va placer une immersion narrative qui est beaucoup plus prédominante, on va dire, chez le joueur, et que si jamais il se trouve dans un archétype de jeu narrativiste, alors il va vachement s'orienter sur l'interprétation des scènes clés. Le démon arrive, c'est génial, je trépigne, je gueule face au démon. Alors qu'à l'inverse, s'il est beaucoup plus simulationniste, il va beaucoup plus s'intéresser à jouer un personnage beaucoup plus crédible. Et si on choisit de s'immerger beaucoup plus dans l'univers, alors dans ce cas-là, si on est beaucoup plus simulationniste, on joue toujours des actions crédibles. Je suis capitaine de garde, je vais demander ma dîme. Alors que si jamais on est beaucoup plus gamiste, on voit le démon, on se dit ok, je dois le buter. Donc voilà. On a essayé de mettre aussi un axe d'immersion en fait entre le narrativisme et le gameisme, mais là par rapport en fait au style de jeu, ça va être beaucoup plus complexe à avoir une immersion vraiment propre. Donc immersion toujours par rapport au joueur personnage, parce que la partie joueur va beaucoup plus décider des interactions qui sont effectuées. Voilà, je termine sur ma conclusion que je vous ai essayé de donner sur tout le fil. Tous ces manifestes, ces théories sont super intéressants, je n'ai fait que les effleurer, et nous permettent en fait de repenser un petit peu qu'est-ce que pourrait être le GN plus tard. Personnellement, j'ai le projet de faire un truc qui s'appelle « Ceci n'est pas du GN » et faire des formats courts dans ce qu'on n'a pas l'habitude de jouer. Par exemple, le plus extrême, mais ça c'est un de mes fantasmes que j'avais vu chez les Scandinaves, est de rassembler tous des gens, de les mettre en petite tenue, de mettre 1 tonne de farine, de les mettre dans une pièce noire où il y a juste une ambiance verte et une musique assez glauque, et dire « Ok, vous êtes tous des cancéreux en fin de vie, toutes vos interactions ne sont basées que sur le toucher ou avec la farine, c'est parti, on joue ». C'est une forme de GN qui s'approche du happening, mais en même temps qui peut être intéressante à interpréter, à jouer, etc., etc. Je me permets de rebondir là-dessus. Bilarp a lancé un appel à projet. Je
pense que ça pourrait, Fabrice, tu m'interromps sinon, mais je pense que ce genre de GN qui demande un certain moyen, une tonne de farine, je peux pas les sortir tout le temps comme ça. Donc voilà, avoir finalement un financement, mais pouvoir construire un projet, parce que de mon cercle d'amis, j'ai pas vu beaucoup de personnes intéressées par ça. Par contre, je vois dans la salle, certains sont intéressés. On ne se serait jamais rencontrés avant. Et là, Bilar peut servir de plateforme finalement d'échange à ça. Ça, c'est mon fantasme. J'espère que vous en avez d'autres et vous dire que finalement, il n'y a pas de limite OGN. Il ne faut pas se cantonner à ce qui existe déjà, il y a moyen de faire autre chose. Et Bilarp est là pour vous accompagner. Je termine par une petite bibliographie qui m'a permis d'éditer cette présentation et à laquelle je vous renvoie. Un excellent blog qui s'appelle ElectroGN. Il y a plus ou moins 340 articles actuellement. Si vous cherchez dans les premiers, vous retrouverez les informations justement sur tout ce qui est théorie du GN. Une publication bimensuelle, 2 articles par mois, plus ou moins, et qui fonctionne depuis très très longtemps, une excellente plateforme d'échange et de réflexion. Les Knutepunkt, qui sont l'équivalent, si vous voulez, de Betalarp, mais en Scandinavie, qui font ça depuis plus de 15 ans. Donc il y a des documents, la plupart de la documentation est en anglais par contre, donc les anglophobes s'abstenir, mais il y a aussi un projet avec Bilarp de traduire petit à petit tous ces éléments. Et un forum qui s'appelle Place to Go, People to Be, qui, vous prenez l'acronyme .free.fr, qui est une plateforme d'échange anglophone et francophone sur des articles et de la théorisation. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, des réflexions, c'est maintenant. Je vous en prie. Les modèles que les Scandinaves ont rejetés avant de se mettre à ce que vous avez expliqué, c'est les modèles que l'on utilise actuellement ou c'est d'autres modèles ? Ces modèles sont toujours en continuelle définition. Ils s'arrêtent, ils sont très intéressants dans un premier temps. Au fur et à mesure qu'on les applique, on se rend compte que ça ne finit pas. Notamment, c'est pour ça qu'est venue toute la dimension de l'immersionnisme. Je pense que ces modèles suffisent à répondre à une partie des questions, à pouvoir se structurer, mais qui sont en constant devenir. Et je ne connais pas l'actualité exacte de ce qui se passe au niveau de la Scandinavie, mais je sais que ce sont ce qu'ils appellent le threefold model, donc la théorie GNS, est encore un élément de vocable qui permet d'entamer une discussion à ce sujet. Merci. Mais un peu par extension, par rapport à ce que tu as dit au début, où tu faisais la comparaison avec les GN bruxellois et ainsi de suite, toutes les organisations, ou en tout cas modèles de GN scandinaves, se basent sur le Turku, le Dogma 99, ou alors est-ce qu'il y a des choses un peu plus classiques, comme on peut en retrouver par ici, ou en tout cas en Europe occidentale? C'est vrai que ce que j'ai proposé est très extrême, mais il faut savoir que chez eux, il y a du GN de toutes sortes. À savoir qu'il y a du GN classique, Medfan, où on se tape dessus, pour le résumer très grossièrement ainsi. Je suis adepte du Medfan, rassurez-vous. Mais derrière, il y a eu des réflexions et des GN qui se sont inspirés finalement de ces méthodologies, de ces structures, pour éditer de nouvelles formes d'événements. Je vous en ai parlé d'une. Il y en a beaucoup d'autres qui existent, notamment sur ElectroGN. Il y a une série d'articles qui est très intéressant pour qu'ils disent des GN scandinaves. Et toutes sortes de GN avec plus ou moins d'ambition. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que dans le cadre de leur réflexion et dans le cadre de leur évolution, le GN est devenu chez eux un mouvement social, à savoir que certains GN sont couverts par la télévision, par exemple. C'est reconnu comme un modèle d'éducation. Je pense que ça, la question de l'avenir du GN serait intéressante à se poser en disant est-ce que le GN ne serait pas utile finalement dans notre société, au-delà d'être un simple loisir, d'être finalement une forme d'éducation et d'élévation sociale. Mais on en avait parlé à l'époque je ne sais plus le nom, tu peux me le rappeler, America. Oui, America. Exactement. Mais qui concrètement, c'est plus ou moins planté quand même. Ça n'a pas été non plus un franc succès. Ils se sont rendus compte que par rapport à leur théorie, ça se calquait pas forcément bien sur un jeu. Je vais parler très platement. Est-ce que tu peux expliciter en quoi finalement ça a été un échec entre leur théorie et la réalisation d'America? Ils se sont rendus compte que déjà cette théorie-là, si j'ai bien compris ce que j'ai lu, c'est toujours ça le problème, leur théorie est sujette à interprétation. Oui. De toute façon. À partir du moment où tu mets en interaction des personnes qui n'ont pas forcément la même interprétation d'une même théorie, tu te retrouves avec ça coince quoi, ça va pas. Tout à fait. Donc, mais ça me renvoie un peu à la question qu'il posait tout à l'heure. Concrètement, America, j'ai l'impression qu'ils en ont été un peu au balbutiement, vraiment au tout début de la mise en pratique de ce genre de trucs. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils en font, où ils en sont, on n'en sait rien. Est-ce que ça a été poussé plus loin? Est-ce que ça a été modifié?
tout simplement, ou est-ce que tout simplement ils ont réussi à l'améliorer, à reprendre ça, mais à pouvoir le rendre de manière cohérente? Je voulais répondre à pas mal de trucs dans la salle parce que je m'y connais un peu, j'ai été jouer en Scandinavie à plusieurs reprises, je suis allée au Knutepunkt. Donc ce que tu dis là, le problème qu'il y a, c'est plutôt un problème de communication du coup, d'un agenda avant le jeu. En gros tu dis, America c'était 2000, j'ai pas beaucoup lu dessus, mais tu dis que ça s'appliquait pas tout à fait au modèle qu'ils avaient fait. Donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas bien communiqué sur les intentions de jeu et que du coup les joueurs savaient pas forcément ce qu'ils allaient trouver. Mais c'est pas tellement un problème du modèle qu'un problème de communication peut-être par rapport à ce jeu. Et sur la scène nordique, sinon, il faut bien se dire que dans les pays nordiques, comme un peu partout dans le monde, au niveau du GN, la majorité des GN, ça reste du GN médiéval fantastique. Et après cette scène-là, c'est une scène particulière qui est transnationale. Donc les gens bougent beaucoup, ils vont jouer d'un pays à l'autre. Mais après, il y a plein de scènes locales. Et ça, c'est une scène qui a une vocation un peu artistique, effectivement, sociale, politique, et ludique aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, et ce que je voulais dire en dernier, c'était ça reste ludique, et il ne faut pas diaboliser ou en avoir peur. On n'a pas besoin d'avocat pour jouer avec de la farine, enfin, tu vois. Pas besoin d'avocat pour jouer avec de la farine, mais pour le point précis où il parlait de mettre des gens dans une salle obscure en petite tenue, moi je suis dans le droit pénal, des histoires comme ça dérive facilement. Oui, mais à partir du moment où les joueurs sont d'accord avec ça, quel problème ça pose, tu vois, enfin, si tu sais ce que tu viens chercher, en fait. Le problème, c'est que, oui, les joueurs peuvent être d'accord, mais il faut toujours envisager que les défis, c'est quelque chose que dans le GN, on doit continuer à se montrer prudent, pour la simple et bonne raison que le GN a été diabolisé, je crois, pendant des années, et qu'on ne peut pas se permettre le moindre dérapage, sinon c'est des années et des années Il faut bien voir que l'historique n'est pas la même en France, Belgique, où il y a eu un truc médiatique assez fort, ou même aux États-Unis. Je pense qu'en Scandinavie, il n'y a pas forcément eu ça. Et eux, ça se passe assez bien, c'est plus populaire, c'est plus connu aussi, c'est plus mainstream. Au Danemark en particulier, c'est un sport national. Enfin, et il y a donc voilà, je veux dire qu'il y a des différences culturelles qui font que les gens ne prennent pas forcément les mêmes précautions selon les pays aussi. Il y a beaucoup d'ateliers. Donc Baptiste a fait une présentation ce matin sur les ateliers pour améliorer la communication avant les jeux entre les joueurs, pour qu'on soit d'accord sur ce qu'on veut faire, ce qu'on veut pas faire. On discute des limites. Et ils utilisent des safe words, donc des mots que tu peux dire en jeu pour couper, pour dire là je veux que le jeu s'arrête parce que c'est en train de dépasser mes limites, ou pour dire on ralentit. Ouais. Donc il y a ces trucs là qui sont utilisés, il y a des débriefs, ils réfléchissent beaucoup sur la sécurité en jeu, etc. Donc pas forcément de manière législative, mais au niveau communautaire en tout cas c'est très très discuté et c'est un sujet de préoccupation constant. Donc, voilà. Je pense que notamment, je rebondis sur ce que tu disais, les Scandinaves ont développé, entre guillemets, enfin, ou du moins centralisé leur réflexion sur ce qu'ils appellent l'effet bleed. Donc, qui est justement cet effet où le personnage se confond avec le joueur, et que si jamais on donne quelque chose qui affecte beaucoup le personnage, ça risque d'affecter beaucoup le joueur. Donc, comment rebondir dessus, comment ne pas détruire la personne au bout du jeu, c'est au départ, l'idée est toujours que ça soit ludique. Et je sais que chez eux, il y a aussi un fort accompagnement psychologique au niveau du débriefing, par exemple. Donc oui, pour rebondir sur ce point, je pense que en effet c'est un point, je pense qu'on peut faire à peu près ce qu'on veut en GN, mais pas avec n'importe qui. C'est-à-dire qu'en effet, tout se fait au niveau d'une sélection par des questionnaires de caste, très souvent sur ces types de jeux, donc où il y a vraiment un challenge de pression sur le personnage, même en connaissant les joueurs directement. Et c'est comme ça qu'on arrive, en particulier sur un certain milieu GNiste en France, à, disons, un milieu restreint en termes de personnes où, au bout d'un moment, tout le monde se connaît. Tout le monde est capable de savoir où est la limite des autres, parce qu'on a joué plusieurs jeux ensemble, un certain nombre de jeux, et au bout d'un moment, il y a même une sorte, disons, de concept de zone de confort qui s'installe, où on connaît suffisamment l'autre pour savoir qu'est-ce que, même dans une situation ponctuelle, même sans connaître des cas généraux, où est sa limite, et qu'à partir de là, on peut faire ce qu'on veut. C'est vraiment une philosophie de jeu différente. Moi, j'ai joué un peu en Amérique du Nord, où c'est un milieu peut-être plus proche, alors je fais de l'extrapolation un peu, mais plus proche de la Belgique, c'est-à-dire énormément régionalisé, où on fait 40 km, on ne joue pas du tout avec les mêmes personnes. Il faut savoir, en France, sur beaucoup d'événements, on va à l'autre bout de la France, on se retrouve avec un tiers des personnes qu'on connaît, ce qui est pas du tout le cas en Amérique. Et du coup, ce milieu presque familial permet de connaître vachement rapidement les zones de confort de chacun, et du coup, pour les organisateurs qui, a fortiori, connaissent le plus de monde, de pouvoir en effet sélectionner les joueurs pour certains rôles. Donc j'imagine qu'en Scandinavie c'est à peu près pareil sur ce genre de choses. C'est plus sur du questionnaire ou c'est plus. Ça dépend, mais ils se connaissent quand même.
Le problème maintenant, l'enjeu en effet du coup, moi dans ma réflexion de ces méthodes-là, c'est comment en sortir d'un modèle extrêmement restreint de groupe d'amis forcément consanguins au bout d'un moment et forcément élitiste, et comment essayer d'utiliser ces méthodes sur le GN mainstream. Moi, c'est vraiment ma réflexion personnelle sur ces sujets-là. Tu veux limiter au fait tout ce qui est grandeur nature et autres au fait à certains types de personnes. Donc par exemple la personne qui ne connaît pas ce système-là et qui veut s'immerger, tu lui dis à ce moment-là non. Non, je ne veux pas limiter, je décris juste un état de fait, pour assurer sur les questions de justement légales qui se posent, de prise de risque, sur le fait que cette prise de risque actuellement n'est pas prise sur des GN où on se propose d'avoir une inscription, où il n'y a pas de pré-questionnaire, où il n'y a pas de casting. C'est une prise de risque actuellement qu'on ne prend pas sur ce type de GN. Donc en effet, pour moi, c'est peut-être une des faiblesses de enfin, à titre personnel, que je considère de faiblesse de ce style de GN. La question, c'est qu'est-ce que moi, en tant qu'organisateur d'événements grand public, même très grand public, je suis organisateur d'un MASLARP, comment je peux réfléchir sur qu'est-ce qui est fait dans ces GN intimistes, qui est une approche de jeu extrêmement immersive. Moi, je suis beaucoup plus intéressé par le côté immersif que par le côté art. C'est quelque chose auquel j'adhère beaucoup moins pour des réflexions personnelles. Mais sur le côté immersif, et comment je peux utiliser ces expérimentations et ces méthodes extrêmement ambitieuses pour l'apporter au plus grand nombre. Tu es d'accord avec moi qu'une personne, tu sais pas la connaître comme ça, même si la personne face à toi, même si tu la connais depuis, on va dire, 10 ans, la personne peut changer du jour au lendemain par rapport au fait qu'elle soit fatiguée, par rapport au fait qu'elle ait des problèmes familiaux, par rapport au fait qu'elle ait trop bu d'alcool. Donc, moi, je te dis, moi, ce que je trouve qui est le plus intéressant dans un GN, c'est de prendre et de dire, voilà, on va tester, donc des gens seraient là pour regarder comment les personnes jouent, et par rapport à ça, tu les adaptes. Tu dis voilà, celui-là c'est quelqu'un qui est un gros build, donc celui-là on va le mettre plus du côté gros build. Celui-là par exemple est plus à vouloir rentrer dans l'immersion du personnage, donc on va plus l'orienter de ce côté-là. Moi je trouve que c'est la meilleure manière pour un GN, c'est de justement avoir des gens, on peut appeler ça des chercheurs de profil qui se promènent, qui soient dans le GN, même en tant que, je veux dire, que joueur. Et dire voilà, celui-là il faut faire attention parce qu'il est comme ça, celui-là il faut faire comme ça, celui-là quand il boit il faut faire vraiment très attention. Et moi je dis que ça c'est le meilleur moyen, je veux dire, pour cerner les gens, c'est ce système-là, parce que vraiment se dire voilà, celui-là on peut le mettre dans cette catégorie-là, tu peux jamais mettre dans une catégorie quelqu'un. Je comprends pas trop le principe d'observation d'autres joueurs par d'autres gens, et je trouve ça très très réducteur de dire c'est tel type de joueur. Et enfin pour moi c'est aux joueurs de décider ce qu'ils sont capables de jouer. Et de dire je pense que je peux jouer ça, après ils vont être castés ou pas castés selon le système, mais ça me semble vraiment bizarre de dire ça c'est tel joueur donc on va le faire ça. Donc moi je m'appelle Nicolas, je fais de la reconstitution historique, je fais partie de Rêve Émotion et je suis travailleur animateur dans une MJ. Et dans tout ce qu'on vient de dire, il y a quelque chose que j'aimerais souligner, c'est que j'ai l'impression qu'on limite le GN. Et je pense qu'une solution à tous les problèmes qui ont été énoncés, c'est de faire une ouverture publique. C'est-à-dire que pour l'instant, le GN, c'est fort limité, c'est entre nous. C'est génial, hein, j'adhère complètement. Mais pourquoi pas imaginer que le public puisse venir nous voir. Et dans une certaine... par exemple, on limite à une seule journée... Ça se fait déjà à Avatar, tout à fait. Et je pense que c'est une solution qui est assez bonne. Maintenant, par rapport aux gens qui veulent jouer, délimiter s'ils sont bien ou pas, c'est une autre question. Voilà, tu joues un personnage, tu joues un rôle, et tu as d'autres personnes qui viennent voir, qui sont avec leurs enfants et autres. Ça fait un peu animal en cage. Ok, tu me dis un jour, je veux bien, mais tu viens pas à un GN pour te faire regarder, pour qu'on vienne te regarder jouer ton rôle. Tu viens justement pour être en immersion totale. Et moi je dis, à ce moment-là, tu crées un GN spécialement fait pour. Alors si je peux me permettre de faire un peu de pub, donc il y a un GN qui s'appelle Avatar, qui est conçu comme une vitrine du jeu de rôle en Belgique. Et justement, le dimanche, lors de la bataille finale, c'est limité à la bataille finale, c'est ouvert aux familles et au public, c'est annoncé à l'avance à la télé et à la radio. Et comme ça, les personnes ne viennent voir que les moments bataille et les derniers moments pour ne pas gêner les gens. Ils ne peuvent pas rentrer dans les factions parce que effectivement pour limiter le côté bonjour on vient au zoo en famille, ça permet de faire découvrir le jeu de rôle avec un côté positif sans désavantager les joueurs parce que les joueurs sont prévenus à l'avance qu'il va y avoir ça. Ils en sont même très demandeurs puisqu'une année ça avait été supprimé et nous avons eu énormément de plaintes parce que oui je voulais le montrer à papa, maman, cousin pour montrer que je ne suis pas un malade mental.
Je me permets de rebondir donc sur l'ensemble de vos interventions. Effectivement, c'est l'objectif de Bilarp, de promouvoir et de favoriser le GN, d'où l'activité Avatar et son ouverture au public. Qui plus est, si on l'ouvre au public, on perd justement toute la notion de ce qui est diégétique ou pas. Si tu es habillé en maître fan et que tu vois un type avec des baskets, ça te pose un problème. Donc voilà, le fait qu'un live soit diégétique permet en fait donc l'immersion totale, et ça, je pense que c'est ce que tout le monde recherche, l'immersion, selon les différents profils que je vous ai présentés, mais c'est ce que nous recherchons tous dans un premier temps en tant que joueurs intervention. Maintenant, je comprends que certains comme toi, comme moi, ou comme les gens de Bilarp, ou les organisateurs d'Avatar, veulent aussi promouvoir le GN, mais ce n'est pas le même objectif. Ce n'est pas ton objectif de jeu, c'est le fait qu'il y ait plus de gens qui jouent. Je voudrais juste parler d'expérience. L'année passée, j'ai déjà vu la présentation de Gilles ici. Disons que l'année passée, ça m'a beaucoup fait réfléchir et limite choqué la manière dont le Dogma 99, c'était quelque chose de comment est-ce qu'on peut arriver à ça. Et aujourd'hui, c'est sans doute l'expérience professionnelle qui fait que je suis confronté au jeu de rôle au jour le jour et forcément ça accélère les choses. Je conçoit ça comme étant limite une évidence pour l'ouverture du GN, sans exclure les autres formes de GN qui existent. Non, tout à fait. Donc l'année passée, ça me semblait complètement absurde, et cette année-ci, ça me paraît juste logique. Voilà. Donc voilà. Un retour d'expérience. Merci pour votre attention et pour vos réactions.